Bonjour à toutes et à tous, Valentin on fera avec vous pour ce dernier point de marché de la semaine, mon dernier point de marché de la semaine. Vous retrouverez Nizar à 10h30 comme tous les vendredis. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 juin 2018. Plusieurs statistiques macroéconomiques sont attendues dans la journée, notamment les PMI flash, donc les PMI prévisionnels de la zone euro pour ce mois de juin, qui seront publiés donc ce matin, suivi cet après-midi par l'inflation canadienne qui est attendue à un plus haut depuis 2011 et quelques chiffres américains. Voilà, avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Catherine, j'espère que vous allez bien. Thierry que je salue également. Catherine, peu de volatilité sur le DAX 30, je pense quand même à une petite hausse en intraday, je suppose. Vous me dites, eh bien nous allons voir ça dans un petit instant. Oui, autre rendez-vous de la journée, c'est un rendez-vous majeur, on en a parlé tout au long de la semaine, la décision de l'OPEP. La décision de l'OPEP qu'aura lieu ce matin. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles de la réunion, nous dit Thierry? Alors, quelques-unes, il n'y a pas d'annonce officielle, mais a priori, l'Iran serait apte à augmenter légèrement sa production de pétrole. Maintenant, voilà, il n'y a pas encore d'annonce officielle qui a été faite. Bonjour mon cher François, j'espère que vous allez bien. Raymond que je salue également. Euh, voilà, Ramsey, Thierry que j'ai déjà dit bonjour, bref. Voilà, bonjour à tous et à tous. On passe au briefing d'actualité. On a eu la Banque d'Angleterre hier qui a comme prévu maintenu sa politique monétaire inchangée, mais a renforcé ses perspectives d'une nouvelle hausse pour sa prochaine réunion qui aura lieu au mois d'août, suite au vote favorable du chef économiste du comité de la Banque d'Angleterre. Donc celui-ci a voté pour une hausse des taux. Du coup, il y a dorénavant 3 faucons contre 2 lors de la précédente réunion, ce que le marché n'attendait pas, et donc c'est pour ça qu'on a eu un rebond de la livre et une baisse du dollar. Une baisse du dollar qui était accompagnée par la bonne nouvelle de la BNS, enfin la bonne nouvelle, plutôt mitigée, une bonne nouvelle sur du court terme. On passe tout de suite à la fin de cette slide et on regarde la BNS qui a relevé ses prévisions d'inflation pour cette année à 0,9% contre 0,6% au mois de mars. Par contre, elle a laissé sa prévision d'inflation inchangée pour 2019 à 0,9% et a baissé celle de long terme de 2020 à 1,6 contre 1,9%. Voilà. En tout cas, le marché a payé du franc, a payé du GBP et c'est pour cela que le DXY est en baisse et que donc l'USDCHF est le trade du jour qu'on va voir dans un petit instant. Et sinon, d'un point de vue politique, nous avons le Sénat italien qui a nominé 2 eurosceptiques au poste clé du Parlement, un chef du comité des finances et un autre au chef du comité du budget de la Chambre basse, ce qui a relancé les inquiétudes des investisseurs à l'égard de la politique du gouvernement italien. Le spread italien avec le spread du BTP et du bond, donc en gros de l'obligation italienne avec celle allemande, c'est à nouveau écarté. Euh, c'est à nouveau écarté, tout simplement. Et donc ça montre bien les risques et ce qui peut remettre en cause, ce qui ne remet pas en cause, mais ce qui empêche tout rallye haussier de l'euro. Entre ce qui se passe en Allemagne, enfin un petit peu je dirais pas la crise politique, mais les difficultés que rencontre Angela Merkel sur la migration avec son allié historique le CSU. En plus de cela, on a la situation italienne, et bien ça empêche une confiance des investisseurs. D'ailleurs, l'indice de la zone euro, sentiment de la zone euro est à un plus bas depuis plus de 5 ans, il me semble. Donc ça montre bien que les investisseurs ne sont pas pour le moment, n'ont pas de perspective très positive d'un point de vue de la zone euro. Et cette nuit, nous avons eu l'inflation sous-jacente, l'inflation corps du Japon qui était restée inchangée à 0,7% au mois de mai, ce qui souligne encore une fois la difficulté de la BOJ à faire remonter, à faire accélérer cette inflation malgré 5 années de stimulus extrême de la politique monétaire. Donc hier, ce qu'on a eu, on a plutôt une aversion pour le risque qui a été créée
à cause principalement de Daimler. Daimler, alias Mercedes, Daimler qui a revu à la baisse ses prévisions de résultats pour cette année. BMW également, enfin BMW qui indique réfléchir à des conditions pour voilà maintenir ses prévisions dues aux tensions commerciales. Voilà, donc les constructeurs allemands anticipent une baisse, ou en tout cas sont inquiets sur les résultats à venir à cause des tensions commerciales, ce qui a créé de l'aversion pour risque. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'Europe à clôturer dans le rouge, et que c'est pendant l'Europe qu'on a eu ce changement de comment dire de climat, parce que hier matin, souvenez-vous, on avait le même que la journée précédente, on avait plutôt un léger appétit pour le risque, et finalement c'est en Europe que ça a basculé et qui a entraîné Wall Street. Wall Street qui clôture en baisse, et vous voyez le rendement du T-Note qui a perdu 4 points de base, ce qui veut dire que le marché obligataire a été payé. Donc on a marché obligataire payé, et ce matin le yen qui recule, le gold qui progresse. Alors le yen il recule principalement à cause de l'inflation à mon avis, et le Nikkei recule également, le Hang Seng on va dire est stable, rebondit très légèrement étant donné que hier le Hang Seng n'avait pas profité de l'appétit pour risque pendant la séance asiatique et avait clôturé de moins 1% il me semble, donc c'est normal qu'on a cette petite performance. Au niveau du calendrier économique, alors le T-Note 10 ans US est l'équivalent du Bund allemand. Alors c'est exactement l'équivalent du Bund allemand. Le T-Note à 10 ans, c'est le Bund, voilà, c'est en Allemagne, ça s'appelle le Bund. En France, ça s'appelle le OAT. En Italie, ça s'appelle le BTP. Voilà, après je les connais pas tous les autres, mais voilà, c'est le nom qui fait référence au coupon obligataire de l'État allemand, le Bund. Le T-Note ça va du 10 ans au 30 ans. Ensuite c'est un autre nom, et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, indice PMI publié à 9h30 pour l'Allemagne, PMI flash, flash alias prévision, donc PMI flash prévu à 9h30 et à 10h ceux de la zone euro. Et on peut voir donc le composite allemand est actuellement 53,3 contre 53,4, donc globalement en très légère baisse, et celui de la zone euro composite 53,9 contre 54,1, donc une baisse également. Au niveau donc des secteurs, alors 55 PMI futuriste, 55, donc pas d'augmentation, donc en fait plutôt une baisse sur l'activité manufacturière. Tu as des manufacturiers allemands 56,2 contre 56,9 précédemment, manufacturiers de zone euro 55 contre 55,5 précédemment. Et pour ce qui est des services, c'est légère augmentation en Allemagne, 52,2 contre 52,1. Et au niveau de la zone euro, 53,8 contre 53,8. Donc voilà, en fait la baisse de l'indice composite est due à la baisse devrait être due à la baisse de l'indice manufacturier. Et pareil, donc 15h45, les mêmes chiffres flash pour les États-Unis. Le composite, pas d'estimation a priori. En tout cas, le manufacturier est attendu en légère baisse, ainsi que les services. Donc on devrait avoir composite également en baisse. Et pour ce qui est de l'inflation canadienne, regardez, attendu à 2,6%. 2,6% c'est beaucoup. Il y a une marge pour que le CAD rebondisse. Déjà, si on a l'addition de l'OPEP, décision de l'OPEP ce matin, si par exemple elle aboutit à aucune augmentation de la production, ce qui n'est pas le scénario favori, mais si c'est le cas, c'est possible. Dans ce cas, on aura le pétrole qui va progresser et donc le CAD soutenu. Et également ce chiffre d'inflation qui soutiendrait la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Canada pour le mois de juillet, qui est actuellement de 60% cette probabilité. Voilà. Donc si on a une inflation qui accélère comme prévu, ça va renforcer cette probabilité et donc le CAD devrait mécaniquement rebondir, ce qui devrait faire pression sur l'USD également. Alors pour ce qui est de l'OPEP, il me semble donc alors l'heure qui est à, il me semble c'est 10h tentative programme. Donc 10h, on a déjà une conférence de presse.
11 heures, fin de la conférence, pardon, attendance. Donc là, c'est, pardon, excusez-moi, c'est la décision des membres de l'OPEP à 10 heures qui se termine à 11 et à 13 heures, c'est la conférence de presse de l'OPEP. Voilà, donc 10 heures et 13 heures sont les rendez-vous pour les marchés, pour le pétrole. Au niveau des marchés, au niveau de l'état du marché, on regarde rapidement ce qu'on a ce matin. On a tous les devises qui sont en hausse face au dollar, mis à part le yen, avec une nette surpréférence du NZD, de l'euro, du GBP et de la UD. Euh, voilà, maintenant le trade du jour, on va commencer par celui-ci, c'est vente USD CHF. Pourquoi? Alors, regardons déjà le Dixie. Le Dixie euh, n'a pas vraiment clôturé au-dessus des 95 points, il l'a testé à de multiples reprises, mais n'a pas franchi cette résistance. On a potentiellement, alors on n'a pas une épaule tête épaule devant nous, parce que pour dire qu'il y a une épaule tête épaule, faut que la figure soit complétée. Mais en tout cas, ce que je souhaite voir et ce que je pense que nous allons voir, c'est cette configuration. Et donc là, on a un parfait échec sous la résistance à 95 points, une divergence baissière. Donc voilà, je me dis que le dollar pourrait reculer ces prochaines séances. Peut-être pas revenir jusqu'à 92,50, mais en tout cas reculer. Et à l'inverse, le franc à l'achat, parce que déjà le franc qui est soutenu par l'aversion pour le risque, et de deux, qui dit baisse du dollar dit hausse de l'euro, qui dit hausse de l'euro dit hausse du franc, étant donné que le franc est corrélé à l'euro. Donc voilà. Et maintenant, pourquoi ne pas acheter plutôt l'euro? Eh bien, comme je l'ai dit au tout début, parce que l'euro ne profite pas de la version pour le risque. Voilà. Donc le franc me semble être une bonne devise à acheter face au dollar. Donc l'USD-CHF, voilà, un retour à 0,9850 me semble fortement possible à court terme, et à moyen terme, pourquoi pas un retour au récent plus bas à 0,98. Voilà, donc ça c'est le trade du jour, vente USD-CHF. Autour des paires majeures, donc, on voit le dollar qui a devise la plus faible par rapport aux autres devises majeures, mis à part face au yen. On a les indices PMI, d'accord, mais mis à part ces indices PMI qui pourraient changer la donne, on voit bien qu'on a un rebond. On a un rebond de l'euro depuis les 1,15. Et donc, je m'attends pas à un rebond jusqu'à un 20 ou un 25, mais déjà, jusqu'au précédent sommet, au récent sommet, à 1,18, ça serait déjà une excellente chose. Le GBP, c'est pareil. Un rebond jusqu'à 1,3450 me semble possible. Donc toutes les tendances qu'on a connues sur les paires majeures depuis le début de la semaine devraient être inversées, je pense, ces prochaines séances. En fait, en attendant que, tant que le dollar aurait une orientation baissière, on devrait avoir toutes les tendances des paires majeures qui devraient s'inverser. Donc, euro-dollar haussier, GBP-USD haussier, USD-CAD, je m'attends à la baisse, à part si on a une déception venant de l'inflation cet après-midi. Mais dans le cas contraire, l'USD-CAD a des fortes chances de retracer une partie de cette hausse. Regardez un petit peu la hausse qu'il y a eu ces dernières séances. En même pas une semaine, on a une hausse de 3%. Donc c'est, on va dire, presque certain qu'on aura une correction à très court terme. Donc un retour vers les 1,3150 semble possible. Semble possible pour d'un horizon de temps quelques séances. L'USD-CHF, donc vente, USD yen, voilà, c'est mitigé encore une fois comme on le voit ce matin. Le yen qui est en baisse même face au dollar, étant donné qu'on a une mauvaise statistique venant de l'inflation. Donc l'USD yen, c'est la seule paire, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à faire ce matin. Et la UD-USD, c'est pareil, rebond possible sur du court terme, tout comme le NZD. NZD sur support, ça semble possible d'entreprendre un rebond. Maintenant, voilà, NZD, AUD, faut bien garder en tête que c'est les deux devises qui sont les plus exposées aux tensions commerciales. C'est pour cela que vente USD-CHF me semble beaucoup plus safe. D'autant plus que même le gouverneur de la BNS a indiqué hier que il s'attendait à une légère hausse du franc en raison des inquiétudes sur les marchés sur du court terme. Donc l'USD-CHF, je le vois aller jusqu'à où? Alors, pour du très court terme, pour l'intraday,
intraday ou voilà, très court terme, 0,9850. Maintenant, ça me semble possible que l'USHF vienne chercher 0,98. Donc une centaine de pips, 90 pips à peu près de vente, ça me semble possible. Au niveau de la UDN, alors on n'a toujours pas la baisse de la UDN. Voilà, pour le moment, on voit bien que le yen a du mal à avancer davantage. Regardons à nouveau le yen index. Regardez le yen index. On a une baisse. On a une baisse du yen. Voilà, maintenant on n'a pas encore de, on n'a aucun signal baissier. Donc voilà, vendre le yen me semble un petit peu, comment dire, risqué, étant donné qu'on a quand même pas mal d'aversion pour le risque. Mais en tout cas, s'attendre à une petite baisse du yen à court terme, euh, oui, ça me semble concrètement possible. Donc en fait, un pullback, vous voyez, à 82. Pullback à 82 semble techniquement possible. Maintenant, sur du moyen terme, je reste baissier. Je reste baissier en raison des tensions qu'il y a sur les marchés. On voit le marché obligataire qui a été payé hier. Donc on a encore clairement de l'aversion pour le risque. Si on regarde le 10 ans, 10 ans allemand, vous voyez qu'il est quand même relativement bas. Donc s'il est bas, c'est-à-dire qu'on a pardon, on a un coupon qui est acheté. Pareil pour le 10 ans US. Par rapport à ses sommets, vous voyez qu'il est quand même assez plus bas depuis le mois d'avril. Enfin depuis dans cette zone-là, vous voyez. C'est pas la zone du mois de mai, enfin du mois d'avril-mai. Donc 10 ans US qui est à 2,90. Tant qu'il se situe sous les 3%, on va dire que c'est bon pour les devises de refuge. S'il se situe au-dessus des 3% ce 10 ans, ça remettrait un petit peu en cause l'achat du franc et l'achat du yen. D'ailleurs, regardez l'USD le 10 ans, et si on superpose l'USD CHF. Bien évidemment, il n'y a pas une corrélation tout le temps positive, mais vous voyez que depuis les tensions commerciales, depuis en fait même, j'ai envie de dire la version pour risque qui a commencé avec le flash crash en début février, et bien on a une corrélation positive. Ce qui veut dire qu'on a de l'aversion pour risque. On a le rendement d'utilisant, enfin le coupon qui est pardon, ce coupon qui est vendu, du coup le rendement monte, le dollar monte, et depuis le mois de mai, on a le rendement et le dollar qui est en baisse. Ce qui veut dire que, depuis le début mai, on a de l'aversion pour risque. On a de l'aversion pour risque, le rendement qui baisse parce que le coupon est acheté, et le dollar qui baisse parce qu'on a le franc qui fait pression. Donc voilà, je reste haussier sur les devises refuge. Je reste haussier sur les devises refuge. Le yen, petite parenthèse sur du court terme, donc faut plutôt privilégier le franc sur des stratégies de très court terme. Suite à la BCE, est-ce que l'euro, suite à ce rebond, pourrait encore redescendre à 15 voire un 13? Un 13, ça me semble compliqué. Un 15, oui. Un 15, oui. Regardez cette configuration. Si le cours suit cette figure, on devrait avoir un rebond à un certain temps, à la fin du mois, peut-être début du mois prochain, du dollar, et donc ça devrait à nouveau faire pression sur l'euro. Est-ce qu'il va revenir à un 15 pile? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il va revenir dans cette zone, vers ces points bas? Je pense que oui. Au niveau des marchés actions, on voit qu'ils sont plutôt dans le vert ce matin, après une forte baisse hier. Euh, Qu'est-ce que nous avons? On a eu un léger gap haussier sur l'Euro Stoxx 50, néanmoins qui est dorénavant en baisse depuis l'ouverture. On regarde d'ailleurs, on va se mettre en 5 minutes avec des points pivots.
voyez, point pivot du jour, nous avons le S5 qui est à 3384, donc en fait 3400. 3400 c'est le support de court terme. Pour le CAC, c'est pareil, on a une ouverture avec un gap haussier, vous voyez, gap haussier, mais finalement le pivot du jour qui fait office de résistance. Et voilà, je pense que les 5300, c'est le niveau de support important. Si vous regardez, on a le CAC, l'Eurostoxx et le DAX qui sont tous les trois sur des niveaux de support majeurs. On se remet en délit rapidement. Regardez, le CAC à 5003, CAC à 5003, ce fut, rappelez-vous, un pivot important en 2017 et depuis le début de l'année également. L'Eurostoxx 3400, ce fut un support fin mai et également en fin août. Et pour ce qui est du DAX, c'est pareil, les 12 500 points. Résistance en mars, support en mai, et voilà. Donc on a le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50 qui sont sur des niveaux de support importants. C'est qui tout double. Soit on a les rebonds, le rebond de ces trois indices sur ces supports, et dans ce cas, ce serait des signaux qui convergent et donc positifs pour les indices européens. Dans le cas où on a au moins deux indices parmi les trois qui clôturent sous ces supports, ça serait clairement un signal baissier pour les indices et un retour du DAX à 12 000 sera possible, du CAC à 5100 sera envisageable. Voilà, donc c'est qui tout double. Actuellement, ce qu'il y a sur les niveaux de support, enfin la situation des indices, c'est qui tout double. En intraday, je pense que la hausse est beaucoup plus possible que la baisse. Enfin, en tout cas, payer ces niveaux de support, je pense que ça vaut le coup sur du court terme, que ce soit sur du day trading ou sur du swing. Voilà, les 5003 sur le CAC, les 3004 sur l'Eurostoxx ou les 12005 sur le DAX, tant qu'ils ne sont pas cassés, je pense qu'ils peuvent être payés pour des stratégies de court terme. FTSE. Alors c'est un petit peu plus brouillon pour le FTSE, néanmoins on voit un support à 7500 qui n'est pas encore testé, mais donc ça montre quand même qu'on a une marge de baisse possible sur du court terme. À noter toutefois que l'euro est en hausse ce matin, c'est pour ça que la hausse des indices européens devrait être assez léger, mais actuellement est soutenue par les cours de pétrole. Donc bien évidemment, la décision de l'OPEP aura un rôle crucial sur la performance des indices européens aujourd'hui. Européens et même les bourses mondiales. Si on a une augmentation de la production, on devrait normalement avoir une baisse des cours de pétrole et donc enfin après tout dépend de l'augmentation. Parce qu'actuellement ce que le marché anticipe, c'est entre 500 et 800 000 barils par jour en plus de l'OPEP. Donc si on a que 300 000, ça sera positif pour les cours de pétrole parce que ça sera une augmentation moindre que prévu. Par contre, si c'est 1 million de barils en plus par jour, ça serait négatif pour les cours de pétrole parce que c'est pas une annonce qui a été déjà intégrée au prix. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de l'annonce de l'OPEP aujourd'hui. Et si on a une baisse des cours de pétrole, doutez bien, avec en plus la hausse de l'euro et la baisse des rendements obligataires ce matin, on va avoir des indices européens qui vont vite tourner dans le rouge. Alors tu parles de swing, ce n'est pas dangereux de garder une position le week-end. Si par exemple il y a un gros gap à l'ouverture des marchés après le week-end, alors dangereux c'est peut-être un grand mot. Maintenant, voilà, en swing trading, c'est vrai que c'est quand on trade sur plusieurs jours, c'est toujours mieux, c'est vrai, d'ouvrir des positions en début de semaine. Maintenant, voilà, l'USHF est sur un bon niveau de prix. Il est sur un bon niveau de prix. Vous pouvez attendre lundi, hein. Voilà, après, voilà, il y en a qui tradent le vendredi. Moi, personnellement, ça me dérange pas d'ouvrir des positions le vendredi. Voilà, maintenant, si c'est une stratégie de vraiment de très court terme, de très très court terme, et que je vois que, enfin, ça dépend si ça vaut le coup. Si c'est par exemple un trade pour simplement 50 pips, ça va pas vraiment valoir le coup de prendre le risque. Maintenant, si c'est plus de 100 pips, je pense que
moi en tout cas ça me dérange pas d'ouvrir une position le jeudi ou même le vendredi, hein. Au niveau des commodities, donc nous avons l'or qui teste toujours son oblique, hein. On a eu un bon test hier, on a eu même un plus bas à 1261, ce qui a fait peur, hein, concrètement, ce qui a fait peur. Mais maintenant, on a quand même le Dixie qui recule, alors qu'il était en hausse, au-dessus des 95 points hier. Donc, moi le Dixie, vous savez comment je l'attends pour ces prochaines séances, pour cette semaine prochaine. Concrètement, je vois plutôt en baisse, et donc l'or devrait plutôt être en hausse. Maintenant, est-ce qu'il faut payer le gold? Ça me semble compliqué. Oui, on a la version pour risque. Oui, on a la baisse du dollar. Mais on voit que pour le moment, on n'a pas de signaux haussiers sur l'or. Donc, ce qu'on trade, c'est avant tout le prix. Et puisque le prix n'a pas émis de signal haussier quelconque, eh bien, ça me semble compliqué pour payer l'or. Thierry qui nous dit le swing je préfère pour un moment l'ouvrir le lundi ou le mardi et sûr de le clôturer au maximum le vendredi, je suis plus serein. Bien écoutez, si vous êtes plus serein comme cela, c'est l'essentiel, Thierry. Tant que vous faites des profits, c'est l'essentiel. Ensuite, chacun a sa stratégie, on n'a pas chacun le même état d'esprit. Il y en a qui préfèrent ouvrir le lundi, d'autres le mercredi. Voilà, peu importe. De toute façon, le but c'est quoi? Le but c'est de faire des profits. Ensuite, la stratégie, c'est un détail. L'USD-CHF. Donc oui, l'USD-CHF, François, moi baissier, hein. Pardon, Catherine, j'avais pas répondu à votre question. Peu de volatilité sur le DAX, je pense quand même à une petite hausse en intraday, je suppose. Peu de volatilité sur le DAX. Alors regardons cela. Alors, VDAX, non, il n'y a pas. Euh, peu de volatilité, donc ce qu'on va mettre, eh bien c'est simplement que les quartiers, enfin la bande de Bollinger. Hop. Et donc oui, c'est vrai, peu de volatilité. Vous voyez que la volatilité a bien baissé quand même. Euh, la volatilité a bien baissé. On va peut-être ajouter également un ATR. Vous voyez que la volatilité baisse bien depuis les sommets atteints vendredi la semaine dernière, il y a une semaine tout simplement. En même temps, on est sur un niveau de support, donc c'est normal que la volatilité diminue. Regardez par exemple ce niveau de support. Attendez. On va enlever ça. Donc, alors, là on arrive sous résistance, baisse de la volatilité. Euh, ensuite, donc là il y a une baisse, il y a une hausse de la volatilité. Quel exemple je peux vous montrer? Alors, je me pose cette question. Il faut savoir que les seuils majeurs sont souvent signes de retournement. Et donc, qui dit signe de retournement dit généralement bah, un changement de polarité. On a eu une majorité de vendeurs, il y a dorénavant une majorité d'acheteurs sur un support. Dès que le cours rebondit, on appelle ça un support parce qu'on a plus d'acheteurs qui sont manifestés que des vendeurs. C'est tout simplement pour cela qu'on a un rebond. C'est pas parce que il y a 12 000 dollars. C'est parce que c'est 12 000 que c'est un prix psychologique et donc il y a potentiellement beaucoup d'investisseurs qui achèteront à ce niveau de prix. Donc là on est à 12 500, c'est un niveau psychologique, excusez-moi. La volatilité diminue mais reste quand même élevée par rapport à ce qu'on connaît depuis un an, comme on peut le constater. Donc voilà, baisse de volatilité oui, maintenant dans une faible mesure par rapport à l'année dernière. C'est clair qu'on a depuis le début de l'année une forte augmentation de la volatilité, et ce qui devrait potentiellement, si on a une hausse de la volatilité, ça remet, plus il y a la volatilité, moins les niveaux de support et de résistance sont efficaces.
Ça, faut le savoir. Donc je le répète, plus il y a de volatilité, plus il faut chercher en fait des niveaux de support et résistance majeurs. Donc plus il va falloir trouver les 12 000, les 13 000 points, 12 005 dans une, vous voyez, c'est un petit peu plus faible 12 005, mais plus il y a de la volatilité, plus il faut chercher les seuils majeurs. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Catherine. Je pense quand même à une petite hausse. Oui, moi personnellement, Catherine, je pense aussi à une petite hausse. Eddie qui nous dit vous avez bien raison, d'extirer cause résistance à 95 points. Alors, oui, résistance importante à 95 points. C'était, vous voyez, cette résistance même au mois d'octobre, l'automne dernier. Donc voilà, prudence à ce niveau de prix, il faut pas se précipiter, je pense, et il faut rester vraiment très prudent. En tout cas, ce que nous montre cette figure, eh bien, c'est une baisse du dollar sous résistance. Donc c'est plutôt un signal baissier. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut le vendre sur du moyen terme. C'est pas pour autant qu'il faut le vendre moyen long terme. Le RSI reste majoritairement acheté. Vous voyez qu'il est bullish. Et le prix est toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 20, 50, 100 et 200 périodes. Donc voilà, les ventes sur dollars sont à prendre vraiment avec un faible effet de levier et vraiment avec un faible risque. Voilà, c'est tout pour ce point de marché. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. En clair, attendons l'OPEP, enfin, focus sur l'OPEP à 10 heures et également sur, comment dire, sur les annonces macroéconomiques. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc, eh bien, à la semaine prochaine, lundi, pour mon prochain point de marché. Et sinon, nous nous retrouvons en attendant. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous aurez le webinaire de Yoav Nizar dans 1 heure. Voilà, excellente journée à vous, excellent week-end également et à lundi.